Archivgeschichten, eng Zeitreise an Vergangenheit. Ein Podcast vom Lützebauer Nationalarchiv. Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast Archivgeschichte vom Lützebauer Nationalarchiv. Mein Name ist Jennifer Müller und heute sprangen wir für diese Episode mal ein bisschen in einen Spruch, und zwar en Französisch. Donc, bonjour et bienvenue à notre quatrième épisode du podcast Archivgeschichten, Histoire d'archives, un voyage à travers le temps. Notre invitée aujourd'hui, c'est Marie-Cécile Charles. Elle est collaboratrice externe et engagée au sein de la section ancienne. Bonjour Marie. Bonjour Jennifer, merci de me recevoir. Marie, comme je viens de le dire, tu travailles pour la section ancienne. Peux-tu nous dire un peu ce qu'est la section ancienne ? Oui, donc la section ancienne, c'est une des 4 sections scientifiques des archives nationales. C'est 2500 mètres linéaires de documents, dont 7000 chartes sur parchemin, qui sont répartis sur plus de 140 fonds et sous-fonds. Ceux de la section historique, des fonds d'archives privés, les archives notariales et aussi les fonds anciens. Et moi, je m'occupe plus spécifiquement des fonds anciens, c'est-à-dire tous les fonds antérieurs à 1795. À cette date, les révolutionnaires français vont prendre possession du Luxembourg, supprimer les institutions, et donc c'est une date relativement commode pour séparer les archives avant, après. Et dans ces fonds anciens, on va trouver comme type d'archives ceux des anciens seigneurs, donc par exemple les familles de Rodemack ou de Mordewald. On va aussi trouver des anciennes archives administratives sur la justice, sur les villes, et puis les archives des anciennes maisons religieuses comme Echternach ou Marienthal. Et en quoi consiste ton travail ? Alors moi, je travaille avec Nadine Sayen, la conservatrice de la section ancienne, et mon travail s'oriente dans 2 directions. D'abord, la conservation. Donc, chaque document, je vais l'emballer dans une farde particulière. Les sceaux aussi, qui sont en cire, ils vont recevoir une protection, enfin une petite housse de protection. Et tout ce reconditionnement, il est particulièrement important parce qu'on doit préparer nos documents au grand déménagement qui les attend en 2026 vers Esch-Bellewalle. Donc ça, c'est le premier pan de mon travail. Et le deuxième, c'est la mise à disposition des documents pour le grand public. Donc, à nouveau, chaque document, je vais le décrire, le dater, le coter, le mesurer. Alors après, je mets tous ces documents dans une structure thématique. Et la structure, elle va varier en fonction du contenu des fonds et des documents qu'on y trouve. Mais cette structure, elle a surtout pour objectif d'aider les lecteurs à se retrouver dans les centaines, parfois les milliers de documents qui composent un fonds. Merci Marie. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonds du monastère de Marienthal, car il vient d'être mis en ligne. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est le monastère de Marienthal ? Oui, Marienthal, c'est un prieuré qui a été fondé vers 1235. C'est-à-dire que les religieuses y vivaient selon la règle de Saint Dominique, une des figures majeures du christianisme médiéval, là on est vers 1200. Ce prieuré, il va recevoir le soutien de la hiérarchie catholique, mais aussi des autorités de la noblesse, et même des sphères comtales. Et grâce à ce soutien, la maison de Marienthal va rapidement s'imposer comme un couvent très important dans l'ancien duché de Luxembourg. À tel point qu'on a même quelques personnalités de leur époque qui y sont passées. Notamment, par exemple, au XIVe siècle, on a Marie et Marguerite de Luxembourg qui sont la fille et la sœur de l'empereur Henri VII. Au XVIIe siècle, là, ce sont plutôt des religieuses qui sont issues des familles vraiment de grands banquiers. On a Julienne Welser, mais aussi Marie-Maximilienne de Fugger. Mais vraiment, la grande figure de proue de Marienthal, ça reste la comtesse Yolande de Vianden. Là, on est au XIIIe siècle. Et une jeune comtesse, Yolande, donc, veut absolument devenir dominicaine à Marienthal, au point qu'elle va y prononcer ses vœux en cachette. Alors sa mère est furieuse, elle l'arrache du couvent et avec ses parents, ils vont la retenir au château de Vianden pendant des années en essayant de lui faire changer d'avis, mais ils ne vont pas y parvenir. Et donc son obstination, sa dévotion ont été louées par plusieurs auteurs du Moyen-Âge et de l'époque moderne qui ont eu une aura à l'échelle européenne pour certains. Et que peut-on trouver dans ce fonds d'archives ? Le fonds de Marienthal, il est très riche, d'abord parce que les religieuses, c'était de très très bonnes archivistes.
Donc on sait que leurs archives, elles les conservaient dans des coffres, et les coffres dans une pièce spéciale qu'elles appelaient le serre-papier, et qui se trouvait juste à côté des appartements de la prieure. Et déjà à l'époque de Yolande de Vianden, donc vers 1280, on a déjà des traces de cet intérêt pour les archives. Aujourd'hui, le fonds conserve encore d'ailleurs 400 documents sur parchemin, ce qui est pas mal. Et le parchemin, c'est de la peau d'animal. C'est quelque chose de très coûteux au Moyen-Âge. Et au couvent de Marienthal, on trouve des documents sur parchemin qui sont vraiment tout petits. Ils mesurent 10 cm sur 5-6 et en fait, ils tiennent dans la paume d'une main. Ah oui. Et qu'est-ce que les religieuses conservaient comme documents ? En fait, pour les religieuses, les documents particulièrement importants à conserver, c'était notamment ceux qui prouvaient leurs droits et leurs possessions. Donc, par exemple, les contrats de vente, les actes de donation, les mises en location de biens, tout ça, elles le conservaient assez précieusement. Mais c'est aussi, Marienthal, une communauté religieuse. Donc, tous les documents qui tournent autour de leur identité, ça aussi, elles en ont pris grand soin. Par exemple, c'est une communauté qui insistait fort sur son caractère noble. Et donc, pour asseoir cette prétention, elles ont fait très attention de conserver toutes les dots, c'est-à-dire tous les documents de donation que les parents faisaient au moment de l'entrée d'une de leurs filles au couvent. Et encore aujourd'hui, on en a plus d'une trentaine. Le monastère ferme ses portes en 1783. Retrouve-t-on encore des éléments ou des traces de la fermeture dans le fond ? Oui, en fait, on trouve même beaucoup de traces au moment de la fermeture, qui a donc eu lieu en 1783 sur ordre de l'empereur Joseph II. Et à la suppression, c'est donc un organisme étatique qui s'appelle la Caisse de religion, qui va prendre en charge la gestion des biens. Et cette caisse de religion envoie un administrateur qui s'appelle Nicolas Dumont. Et quand lui arrive à Marienthal, fatalement, il ne connaît pas la situation. Donc, pour s'aider, il va en fait dresser des listes d'absolument tout. Des possessions, des religieuses, du bétail, des nappes dans l'église, de tout. Et donc, à travers toutes ces listes et ces descriptions, en fait, on apprend plein de petits détails sur Marienthal. Enfin, je dis petit, mais quand on voit ce qu'elles ont dans leur cave, c'est pas vraiment petit, puisque à travers les listes de l'administrateur Dumont, on apprend qu'elles conservaient 83 foudres de vin, ce qui est tout à fait colossal, puisque ça correspond à plus de 15 000 litres. Et on a aussi conservé les papiers de la vente de ce vin. Et avec la somme récoltée, elles auraient pu, en tout cas on aurait pu s'acheter une très belle propriété dans la ville de Luxembourg. Donc c'était vraiment une cave très impressionnante. Et est-ce qu'il y a d'autres documents dans ce fonds qui transmettent des anecdotes comme celui-là ou des documents particulièrement marquants ? Quasiment chaque document a en fait une petite anecdote à raconter. Moi, je vais prendre 2 documents que j'aime beaucoup. Mon préféré, c'est un petit carnet en allemand du XVIIe siècle qui a appartenu à une prieure, Marie-Reine Élisabeth de Dain. Et dedans, en fait, la prieure a noté 90 guérisons miraculeuses qui se sont donc produites dans son couvent de Marienthal et qui étaient attribuées à l'intercession de Saint-Pierre de Milan, un grand saint dominicain. Et en fait, à Marienthal, la tradition voulait que, quand un enfant était malade, ses parents apportaient des grains au prieuré et priaient devant la statue de Saint-Pierre de Milan pour qu'il guérisse. Cette statue, en fait, en 1783, à la suppression, elle a été donnée à l'église de Steinzell et elle s'y trouve encore aujourd'hui. Donc ça, c'était un document. Un autre qui a peut-être une envergure un peu plus européenne, c'est une sauvegarde, c'est-à-dire une protection qui a été accordée en 1648 par Louis XIV. Et en fait, en 1648, Louis XIV, il a 9 ans. Donc, c'est pas lui qui est à l'origine du document, c'est sa mère, Anne d'Autriche, mais ça nous permet de voir comment il a été initié par sa mère à son rôle de futur souverain. Donc, à partir de 1783, c'est la Caisse de religion qui gère les archives, mais par après, qui s'en occupe et surtout comment ce fonds est-il arrivé aux archives nationales ? Oui, donc en fait, la Caisse de religion, elle va gérer jusqu'en 1796 et l'arrivée des révolutionnaires français. En fait, ils vont d'abord inventorier toutes les archives, mais dans le but de les trier et en fait de ne conserver que ce qui les intéressait, en gros qui justifiait la possession de biens.
En 1796, quand ils inventorient, on est à peu près sur 2000 documents. Aujourd'hui, dans le fonds de Marienthal, il en reste moins de 700. Après avoir inventorié les documents, ils vont en fait les amener à Luxembourg. Donc tous les documents des différentes institutions supprimées vont être centralisés à Luxembourg dans les archives départementales des forêts, puisque Luxembourg va devenir le département des forêts. Et c'est en fait l'origine des archives nationales actuelles. Ah, mais il y a eu vraiment beaucoup de pertes. Oui, il y a eu énormément de pertes à cette époque, mais également des dispersions. Par exemple, jusqu'en 1932, il y avait une 50aine de documents de Marienthal qui se trouvaient à Weimar, où elles avaient été acquises tout début du 19e siècle par le duc de Weimar. On a aussi à Arlon une partie des archives de Marienthal. 65 documents s'y trouvent et on les connaît notamment grâce à une édition qui a été réalisée par Timothy Salem et Jean-Daniel Mougeot. Et ça me permet aussi de dire qu'en fait, des historiens se sont intéressés à ces archives, les ont retranscrites, les ont éditées et ça nous permet donc de les connaître, même si elles ne sont pas toujours conservées à Luxembourg, dans nos archives. Et le plus grand travail qui a été fait en ce sens, c'est celui de Nicolas van Verwecke en 1890. Et tu évoquais tout à l'heure le carnet de miracles de la prieure de Dain en allemand. Est-ce que beaucoup de documents de ce fonds ont été rédigés dans cette langue ? Oui, en allemand, beaucoup. Mais pas que. En fait, l'utilisation des langues, elle a quand même beaucoup évolué entre 1235 et 1783. Alors, si on regarde vraiment au début, je vais dire jusqu'en 1350, la langue la plus utilisée, c'est le latin. Et puis après 1350, on continue à trouver du latin, mais plutôt dans les documents qui émanent de la hiérarchie catholique, puisque le latin va rester jusqu'à aujourd'hui la langue principale. Le premier document en français, là, on le trouve en 1275, et les documents en français vont durer à peu près jusqu'en 1400. Et puis après, de 1400 à 1600, là, c'est clairement l'allemand qui va dominer. Et de 1600 à la suppression en 1783, là, on a moitié-moitié les documents en français et en allemand. Mais en fait, ça, c'est vraiment la situation de Marienthal. Ça varie d'une maison à l'autre, en fonction, par exemple, de l'origine des membres de la communauté. Ça va varier en fonction aussi des personnes à qui elle s'adresse et puis des situations politiques. Pendant l'occupation française sous Louis XIV, là, on voit beaucoup plus de documents en français. Quelles sont alors les difficultés que tu rencontres lors de l'inventoriage d'un fonds ancien ? Il y a beaucoup de difficultés, mais en fait, on peut dire qu'elles vont dans 3 grandes directions. Les problèmes de localisation, de datation et d'écriture. Les problèmes de localisation, ça c'est notamment dû au fait que les termes, pour préciser les noms de lieux, ils ont beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge, ou même parfois ils renseignent des endroits qui ont disparu. On trouve dans les documents, à partir de 1280, des mentions des dîmes de Rockingen et de Russingen. Alors Rockingen, on voyait que c'était Récange-sur-Metz. Mais Russingen, là, ça posait problème. Ça ne pouvait pas être Russange en France, parce qu'on avait quand même une distance de 15 km, et à l'époque, c'était beaucoup trop. Et en fait, on s'est rendu compte que Russange, c'est un mot aujourd'hui disparu qui se trouve entre Récange et Bettange. Donc ça, c'est le genre de problème au niveau des lieux. Les dates aussi posent parfois problème, notamment à cause de ce qu'on appelle le style. Aujourd'hui, l'année, elle commence au 1er janvier. Mais autrefois, c'était pas le cas, en tout cas pas partout. La trêve, on faisait commencer l'année à la fête de Pâques, qui est la grande fête du christianisme. Ce qui veut dire qu'un document qui, par exemple, est daté du 1er février 1289, en fait, il y a de grandes chances qu'il soit daté du 1er février 1290. Y a-t-il eu des bonnes surprises et découvertes lors de l'inventaire ? Oui, on a eu pas mal de bonnes surprises. L'une d'entre elles, c'est notamment la redécouverte des plans anciens du couvent. Donc on a une vue générale des bâtiments après 1737, et 1737, c'est en fait la date des grandes rénovations à Marienthal. Mais on pense qu'on a aussi des documents antérieurs qui pourraient dater de 1724. Alors pourquoi on les date de 1724 ? Parce qu'en fait, les documents ne sont pas datés. Ça aussi, ça a sa petite histoire. En fait, le plan a été dessiné sur un agglomérat de papier journal.
Et par effet de transparence, on arrive encore à distinguer un des titres sur ce journal qui annonce la mort d'un pape, le pape Benoît XIII. Et comme il est mort en 1724, on suppose que le plan est à dater de cette époque-là. Un autre document aussi qu'on a retrouvé, c'est un chirographe entier qui date de 1238. Et un chirographe, en fait, c'est un document qui se divise, qui se découpe au milieu d'une grande bande centrale avec une écriture plus grande. Et on va inscrire, par exemple, le mot chirographe ou Jésus-Christ ou des dessins, peu importe. Et donc cette bande en grands caractères, une fois qu'elle a été découpée, elle permet de séparer, de diviser le document qui va être donné aux différents intervenants de la charte. Et c'est en fait, entre autres, un moyen de validation, parce que pour prouver le contenu du document, il fallait alors que les différentes parties soient réunies pour qu'on puisse relire cette grande bande centrale. Et qui profite de ce travail d'inventorisation ? En fait, l'instrument de recherche qui reprend tous les documents inventoriés se trouvent en ligne. Donc tout le monde peut en profiter, même ceux qui connaissaient déjà le fonds de Marienthal précédemment, puisqu'en fait l'inventorisation a permis de trouver, en tout cas de remettre à jour 200 documents qui n'étaient pas beaucoup connus jusqu'ici, mais aussi de mettre en ligne des copies numériques de beaucoup de documents. Et puis de notre côté, quand on pense qu'un document pourrait intéresser une personne ou une institution, on leur communique nos trouvailles. Les plans anciens des bâtiments que j'évoquais tout à l'heure, ils ont éveillé la curiosité des administrateurs du centre de jeunesse de Marienthal qui sont aujourd'hui installés sur le site de l'ancien prieuré. On a aussi communiqué à nos collègues de la BNL, cette fois, un fragment de manuscrit qui avait en fait servi comme couverture sur un texte de copie, un cahier de copie beaucoup plus récent. Et grâce à eux, on a compris qu'en fait, ce fragment de manuscrit venait d'un homéliaire, donc c'est un texte religieux avec des sermons, des homélies, qui avait été réalisé en 1275 et qui se trouve aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Merci beaucoup Marie. Comme nous venons de le mentionner, le fonds du Marienthal est effectivement en ligne depuis décembre. Donc, avis aux auditeurs, si vous avez envie de fouiller un peu ce fonds, vous pouvez visiter notre moteur de recherche qui se trouve sur notre site internet anlux.lu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et je te remercie encore une fois Marie pour cet échange. Mais merci à toi Jennifer. Am mir so noch Ich merci für no lausren, a wann Dir wëlt iwwer all neue Episode informéiert bleiwen, dann abonnéiert derch gern op eise Newsletter oder besicht als Rubrik vum Podcast op eiser Internetseite anlux.lu, a wie auch bei den anderen Episoden weiter Detailer fan der immer an eise Shownotes. An dummer der so Gerch Merci an bis die nächste Keer, war mir schnees Matteln op eng Zeitrees an Vergangenheet.